Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour cette conférence est un bien grand mot sur le syndrome de l'imposteur. Je m'appelle Emmanuel Bosquet. Est-ce que tout le monde connaît le jeu Among Us ? Qui ne connaît pas le jeu Among Us ? Super. Ah zut. C'est un jeu où on est tout un tas de petits bonshommes de l'espace, comme monsieur. On est dans un grand vaisseau spatial et il faut réparer le vaisseau spatial, sinon on court tous à la catastrophe. Le souci, c'est que dans l'équipe, il y a des joueurs qui sont des imposteurs. Et les imposteurs doivent saboter le vaisseau spatial. Et les autres joueurs, en même temps, ils doivent réparer le vaisseau, en même temps, ils doivent trouver l'imposteur. Donc voilà, les petits bonshommes seront nos mascottes pour cette présentation. Et on va annoncer le plan. Voilà, donc ça c'est le petit Among Us qui est Product Owner et qui nous annonce le plan. Alors on va d'abord parler des motivations. Pourquoi est-ce que moi, je parle du syndrome de l'imposteur ? Pourquoi est-ce que Alexis a eu l'idée qu'on en parle ensemble ? L'historique, on va passer un peu sur les grands papiers, les grandes notions. La problématique, c'est ma problématique. C'est peut-être pas votre problématique, mais c'est ma problématique que j'ai trouvée. Les causes et les mécanismes du syndrome de l'imposteur. Alors, on va pas trop spéculer, mais ça, c'est une autre question. Vos idées, parce qu'on a fait un sondage de pourquoi on a le syndrome de l'imposteur. Des solutions possibles, vos idées des solutions possibles. On va ensuite prendre du recul et faire un peu moins de psycho et un peu plus de sociaux. Et enfin, on va en discuter ensemble, si on a le temps, et je pense qu'on aura le temps. Très bien. Alors, la motivation en tout premier. Je m'appelle Emmanuel Bosquet, mon pseudo sur GitHub c'est Keksoy, emmanuelbosquet.com si vous voulez avoir tous les liens vers Twitter, vers GitHub, vers LinkedIn, tout ce que vous voulez. Je suis développeur back-end à Clever Cloud, entreprise de cloud basée à Nantes, depuis 3 ans, 1 an et demi d'alternance, 1 an et demi de CDI. Et j'ai eu plusieurs métiers avant. Et ça va nous intéresser un peu parce que j'ai été chaudronnier, j'ai été prof d'allemand, avec différents niveaux de légitimité, différents niveaux de compétences, et développeur. Et alors développeur, c'est le métier passion pour moi, c'est le métier que j'ai voulu faire, j'ai fait une reconversion. Et étrangement, alors que c'est le métier que j'ai le plus désiré, c'est celui où j'ai le plus ressenti le syndrome de l'imposteur. Alors ça c'est un peu ma problématique, mais pourquoi ? Alors pourquoi est-ce que vous seriez motivé de venir ici ? Moi je m'en fais une idée, c'est parce que dans le sondage que je vous ai proposé de cliquer avant de venir, vous avez été nombreux à répondre à cette question. Donc, est-ce qu'on parle souvent du syndrome de l'imposteur dans ton entourage ? Beaucoup ont répondu très peu, voire jamais. Et sinon, ça s'étale un peu. Mais quand je vous ai posé la question « Te sens-tu personnellement concerné par le syndrome de l'imposteur ?» Alors là, vous avez tous répondu « Bah oui, plutôt ». Et on a ici un cas désespéré. Et donc ça, je pense que c'est ce qui fait qu'on est tous intéressés pour en parler ensemble aujourd'hui. Maintenant, un peu d'historique. Alors, au début, on ne parlait pas de syndrome de l'imposteur. Tout le monde arrive à lire les titres, les noms Vous arrivez à lire ce qui est écrit ici en bas ? Non. Donc, au début, on ne parlait pas d'un syndrome de l'imposteur, on parlait d'un phénomène de l'imposteur, en anglais « impostor phenomenon ». Et les auteurs sont des autrices. Ce sont Pauline Clance et Susan Himes, qui étaient profs et qui sont toujours, je crois qu'elles sont à la retraite maintenant, qui sont profs de psychologie clinique aux États-Unis, alors dans plusieurs facs différentes, et qui, en 1978, ont publié cet article, The Impostor Phenomenon in High Achieving Women, Dynamics and Therapeutic Intervention. Donc le phénomène d'imposture chez des femmes qui ont du succès, les dynamiques et les possibilités thérapeutiques. Parce que non seulement elles étaient profs de psychologie clinique, donc elles réfléchissent sur les maladies mentales, mais en plus elles recevaient des étudiants et des étudiantes en thérapie. Et elles se sont rendues compte que les étudiants, ils allaient très bien, enfin ils allaient mal mais pour d'autres problèmes, mais que toutes les étudiantes qui étaient également doctorantes, qui étaient également profs de fac, intervenantes, et qui étaient toutes les premières de leur classe
avant d'arriver à la fac, puisqu'elles étaient la première génération de femmes à accéder à l'enseignement supérieur aux États-Unis après la guerre. C'est la génération des baby boomers. Eh bien, elles avaient toute l'impression de ne pas mériter leur place et la reconnaissance et leurs accomplissements. Et alors, Pauline Clance et Susan Himes, qui sont super amies, se sont dit « mais comment ça se fait ? Mais pourquoi ? Mais comment ?» Et donc, elles ont publié un papier où elles réfléchissent à qu'est-ce qui, dans l'enfance, a pu conduire à... quelles sont les dynamiques psychologiques individuelles qui amènent à... Quelles sont les solutions ? Okay. Et alors, 50 ans après, enfin presque 50 ans après, les gens qui parlent du syndrome de l'imposteur, qu'ils soient psychologues ou qu'ils soient podcasteurs, enfin dans tous ceux que j'ai entendus, ne se posent pas vraiment la question de pourquoi c'est arrivé en 1978 à ce moment-là, chez des femmes. C'est parce que être fraîchement arrivé à la fac en tant que femme de la première génération, le sexisme ambiant était tellement fort que les femmes ne pouvaient pas faire autrement que de douter de leur réussite et de se dire « ça a un coup de chance, je porte un masque, on va me démasquer bientôt, il y a eu erreur ». Et quand on écoute des podcasts, souvent ce sont des femmes qui parlent du syndrome de l'imposteur, parce que des femmes qui ont très bien réussi dans les études, très souvent. C'est ça le profil qu'on entend. Et donc on peut très bien l'attribuer, enfin à mon avis, on peut l'attribuer au sexisme ambiant de l'époque. Et aujourd'hui encore, on peut l'attribuer au sexisme ambiant pour les femmes qui ont du succès, en tout cas dans l'université ou dans les entreprises. Et les mécanismes. Alors, il y a un papier de 1981 qui est souvent cité, qui reprend ça. Tout le monde dit ça. Tout le monde reprend ces 3 piliers. Il y a l'impression de tromper, c'est comme ça qu'on définit le phénomène qu'on appellera syndrome plus tard. L'impression de tromper, l'impression de ne pas être à sa place, l'impression de porter un masque, comme notre petit comment on appelle ça, un renard, excusez-moi, au milieu des chiens de chasse. Il y a aussi cette croyance qu'on a sa place par des facteurs externes, c'est-à-dire j'ai eu un coup de chance, on s'est trompé, je connaissais quelqu'un dans l'entreprise et c'est pour ça qu'on m'a choisi, et tout autant de raisons qui sont autres que juste je suis compétent dans ce que je fais. Et enfin, la peur d'être démasqué un jour, la peur que notre manque de compétences soit dévoilé et que tous nos collègues, tous nos camarades nous reconnaissent comme ce que nous sommes, à savoir quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Voilà, donc ça c'est les mécanismes, et on a toute une littérature qui se base sur les travaux de nos 2 autrices ici, et qui embraye avec des questionnaires pour venir estimer à quel degré de gravité on est atteint sur tel ou tel de ces critères. Super, super. Au cours du temps, alors que les autrices parlaient d'un phénomène d'imposture, le grand public et les médias se sont mis à parler d'un syndrome de l'imposteur. Alors, syndrome, c'est un mot plus grave, hein. Syndrome, ça implique, un peu comme le syndrome de Stockholm, ça implique tout un système, toute une catégorie nosographique quasiment, mais ça n'est pas une catégorie nosographique, traduit en français, ce n'est pas une maladie mentale. Vous ne trouvez pas le syndrome de l'imposteur dans le catalogue américain qu'on utilise pour tous les diagnostics psychiatriques, le DSM-5, il n'existe pas. Ce n'est pas une maladie et on n'a pas à en guérir. Mais on va quand même parler de syndrome parce que c'est ancré dans le langage courant. Maintenant, ma problématique, et c'est ma problématique, c'est celle qui m'a guidé pour faire ce talk, et c'est que parmi les gens qui ont répondu, enfin les gens qui sont dans mon cas, on a plutôt des hommes, en grande majorité dans cette salle, on a des hommes qui sont plutôt jeunes, de 25 à 35 ans pour la majorité. La plupart sont des informaticiens pour ceux qui ont répondu. Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'autour de moi, on en parle tellement, on se reconnaît tellement dans ce syndrome de l'imposteur, alors qu'on est pour la plupart des hommes,
On est beaucoup à être issus de la monoculture française, donc on n'a pas de problème de discrimination. On est de classe socio-professionnelle plutôt classe moyenne, en majorité. Et donc, ma problématique, c'est pourquoi des développeurs sont atteints par le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est ma question. Et c'est pour ça que je fais ce talk, et c'est peut-être pour ça que vous êtes venus. En tout cas, c'est pour ça que vous avez rempli, je pense, mon petit questionnaire. Et on va voir ce que vous avez répondu et ce que moi, j'ai trouvé de mon côté. Alors, d'abord, on va voir les causes, et puis après, des solutions. Alors, à mon avis, ça c'est mon avis seulement, dans l'IT, il y a une différence par rapport aux autres disciplines où j'ai pu travailler avant. J'avais été chaudronnier, j'avais été prof, et dans ces domaines-là, c'était relativement simple d'estimer les compétences des collègues, les compétences des uns et des autres. Si quelqu'un sait tenir une meuleuse, on le voit. Si quelqu'un sait tenir une torche à souder et faire une belle soudure, on le voit. Si quelqu'un sait tenir une classe, on l'entend, en passant dans le couloir. Si quelqu'un sait faire du HTML, super. Si quelqu'un ne connaît pas le C++, bah, il ne connaît pas le C++. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'une CORS, une Cross Origin Request, bah, c'est pas grave, peut-être que c'est un dev bas niveau qui ne fait pas de web. Si quelqu'un fait du front-end tout le temps et qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un ORM, bah, c'est pas ça qui fait de lui un mauvais dev front-end. Et donc, il y a tellement de compétences qui existent, et en plus, elles changent tout le temps, que, à mon avis, c'est ça qui fait qu'il est difficile d'estimer ses propres compétences et qu'il est piégeux de vouloir les comparer avec celles des autres. À mon avis, c'est un grand mécanisme. Et puis, nous sommes beaucoup à être des profils autodidactes, à avoir fait des reconversions. Et donc, quand on a été, par exemple, prof d'allemand et qu'on se retrouve à bosser avec des gens qui ont Bac+5, qui sont ingénieurs et qui ont 5 ans, 10 ans de métier, on se dit, bah, qu'est-ce que je fais là ? Donc ça, à mon avis, tout ça, c'est des mécanismes. Et je voudrais revenir un peu sur cette comparaison des compétences, parce qu'on a un biais de jugement des compétences des autres et de soi. Si, admettons, ça, c'est ce que je sais faire dans le cercle, et que je vois mon collègue, mon binôme, je le vois, il écrit de l'assembleur. Il va chercher les S-traces et les allocations de mémoire dans notre reverse proxy, et il va chercher jusqu'au niveau du kernel. Et il lit les syscalls, et il se dit oui, d'accord, oui. Et moi, je le regarde paniqué, je me dis il parle la langue des dieux. Et donc, ce que l'autre fait, super, c'est différent de ce que je sais faire, mais moi je me dis à ce moment-là, mais alors, s'il sait faire ce que je ne sais pas faire, c'est qu'il sait tout ce que moi je sais et encore plus autour. Et je me dis, bah, voilà. Je vais changer de métier, je sais pas. Mais ça, c'est une illusion. Oui, on va s'en convaincre ensemble. Hein. C'est une illusion. La vérité, la réalité, c'est que ce que je sais faire et ce qu'il sait faire se recoupent. Il y a des choses dont je suis capable et dont mon binôme n'est pas capable. Il y a des choses dont mon binôme est capable et dont moi je ne suis pas capable. Il y a un diagramme qui ressemble plutôt à ça topologiquement. Et c'est très bien. Donc ça, à mon avis, c'est encore une cause qui fait que c'est difficile c'est facile d'être dans l'erreur comme ça et c'est difficile de voir quelque chose de plus réaliste. Maintenant, vos réponses. Donc j'ai pris vos réponses, je les ai classées de façon un peu thématique, j'ai pas pu garder toutes les phrases, j'ai gardé les grands thèmes. Et donc, ce que vous avez dit sur la cause du syndrome de l'imposteur, alors vous avez été très nombreux à parler d'estime de soi. Je trouve que c'est un phénomène récurrent, mais je ne vais pas trop en parler ce soir parce que c'est trop large. Une fois qu'on parle d'estime de soi, de confiance en soi, on est obligé de tourner en rond. On ne parle plus que de ça et on ne parle pas des à côté qui sont, à mon avis, plus signifiants, plus appropriés pour notre contexte. Vous avez été nombreux à dire « les autres sont meilleurs que moi ». C'est les compétences des autres qui font que. C'est une réponse qui est revenue beaucoup.
Vous avez été nombreux à décrire un parcours atypique comme la cause d'un syndrome de l'imposteur, ou alors votre perfectionnisme, parce qu'on ne peut jamais faire les choses aussi parfaitement qu'on voudrait. Quelques-uns ont parlé de collègues toxiques, de pression du patron, une personne qui a parlé de capitalisme, j'ai trouvé ça original, ou de complexité technique, super. Et de volume des connaissances, donc ça rejoint à mon avis ce que je disais tout à l'heure sur la multiplicité des compétences et des technologies qui fait qu'on a du mal à s'estimer soi-même. Super. Maintenant, il va nous falloir des solutions. Donc, s'il vous plaît, voilà, c'est notre petit bonhomme Product Owner qui nous rappelle le plan. Maintenant, on parle des solutions. Alors, à mon avis, du côté de l'entreprise, ce qu'il nous faut, c'est du cadre. C'est quelqu'un qui est chargé, votre manager typiquement, qui est chargé de vous dire « Voilà ce qu'on attend de toi. Voilà ce dont tu es capable aujourd'hui. Voilà ce qu'on voudrait que tu apprennes. » Et qui, 6 mois, 1 an plus tard, peut revenir vers vous. C'est prévu, hein, idéalement dans des one-on-one, dans des entretiens annuels ou mi-annuels, pour vous dire ce que tu as appris, c'est bien. Ça, tu n'as pas réussi à le faire. Ça nous embête un peu. Voilà maintenant ce qu'on voudrait que tu fasses. Et donc renvoyer un peu tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, pour avoir une vision la plus complète du plus de compétences possible. Si on est exhaustif, on va moins se poser la question ensuite de se dire mais qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je suis censé faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Voilà. Et un feedback régulier, c'est super. Alors avec le chef, mais également avec les collègues, vous avez été très nombreux à parler de feedback, on va y arriver dans une ou deux diapositives. Super, donc ça c'est ce qu'on peut faire du côté de l'entreprise, rajouter du cadre, de l'estimation de compétences. Personnellement, ce que vous pouvez faire, c'est discuter avec des gens. Et là, j'ai fait une liste de courses. Si vous êtes venu pour prendre des notes, c'est le moment d'écrire ça sur vos papiers. Et si vous êtes venu et que vous n'avez pas pris de notes et que vous n'avez pas de papier, je pense que votre place ici n'est pas très légitime, mais c'est... J'essaierai, je ferai une autre blague plus tard, peut-être que ça marchera. Donc ce que je vous suggère, c'est vous en parler d'abord avec un collègue à vous, ou un camarade de promo, et vous lui dites je me sens comme si, j'ai tel problème, je me sens pas capable, je me sens pas à ma place, etc., etc. Vous pouvez demander à votre collègue qu'est-ce que tu penses de mes compétences, voilà ce que moi j'en pense, qu'est-ce que toi tu en penses, et aussi vous pouvez lui dire comment est-ce que toi, tu ressens ces choses-là? Est-ce que tu te sens imposteur? Est-ce que tu as l'impression d'avoir moins de compétences que nécessaire? Est-ce que tu as l'impression que tous les autres sont meilleurs que toi? Et vous serez surpris. Ça, je vous le garantis. Posez la question à des collègues, vous serez surpris. Posez la question à un confrère ou une consoeur, donc quelqu'un qui est du même métier que vous, mais qui ne travaille pas dans la même entreprise. Quelqu'un qui ne vous voit pas travailler au quotidien, mais qui entendra votre son de cloche différemment. Et qui ne sera pas votre chef, parce qu'il y a des conflits d'intérêts si vous voulez en parler avec votre chef, évidemment. Donc ça, je l'ai fait. Tout ce que je vous dis, je l'ai fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien de le faire. Et parler avec une personne qui est étrangère au métier. Alors ça, a priori, on se dit, mais qu'est-ce que mon ami qui, je ne sais pas, fait des burgers va pouvoir me dire sur mon métier où moi je fais discuter des microservices avec des API, eh bien, il va peut-être simplement vous dire mais ton collègue il est juste pas sympa avec toi là, ou alors ton patron il t'a mis une deadline impossible, arrête de cogiter sur je suis pas assez bon. Voilà, ça aussi ça peut se produire, voilà. Ça m'est arrivé aussi. Alors non pas qu'on ait dit du mal de mon patron, mais qu'on ait un point de vue extérieur, un point de vue non professionnel et davantage humain, c'est important aussi, donc faites-le aussi. Maintenant, les solutions que vous avez envisagées. Alors il y en a qui ont dit attendre que ça passe. Avec le temps, les compétences vont monter, ça finira par passer. Plusieurs ont parlé de formation, bah oui, ce serait bien qu'on me forme davantage à mon métier. Okay. Beaucoup de gens ont dit c'est suivre l'évolution qui est clé.
Et moi, je suis complètement d'accord. J'y avais pas pensé, mais c'est bien, on est plusieurs pour ça. Suivre son évolution, ça veut dire, aujourd'hui, je sais faire ça, je le note. Aujourd'hui, je ne sais pas faire ça, je le note aussi. J'en parle sur Twitter, j'en fais un petit billet de blog, je note dans un cahier, voilà ce que j'ai réussi à faire, voilà ce que je n'arrive pas à faire, et revenez dessus un an plus tard. Revenez dessus 2 ans plus tard, revenez dessus. Moi, le mieux que j'ai fait, je crois que c'était il y a 6 ans, je suivais un tutoriel pour faire du React, pour mettre en place un petit outil, et je me suis retrouvé quasiment à pleurer sur mon ordinateur, à écrire dans mon journal « Mais qu'est-ce que c'est un fichier bashrc ? Et c'est quoi le pass ?» Et je me suis retrouvé quelques années plus tard à voir ça et me dire « Ah, bah j'ai fait du chemin, j'ai fait du chemin. » Parce qu'aujourd'hui, le bashrc, le pass, tout ça, c'est de la grenadine, c'est facile. Vous avez été nombreux à parler de feedback et je suis complètement d'accord avec vous. Le feedback régulier des collègues. Vous avez... il y en a plusieurs qui ont parlé de faire une thérapie. Je suis d'accord. Si tout le reste n'a pas fonctionné, faites une thérapie. Mais faites le reste d'abord. Il y en a qui ont parlé de Ikigai, c'est un mot-clé japonais, je ne sais pas ce que c'est, on pourra peut-être en parler si la personne est là. Super. Et le temps avance, on a envie d'avoir le temps de discuter, donc on continue. Prendre du recul. Voilà, ça c'est la suite de notre plan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre du recul ? Eh bien, je vous invite à respirer un peu, à laisser le clavier s'éloigner, à laisser la machine à café disparaître derrière un nuage, car nous montons dans le ciel. La Terre apparaît petite, le système solaire, dans toute sa splendeur, nous sourit. Et nous pouvons accéder aux paroles de sagesse publiées sur Twitter par ma collègue Julia qui a dit « Bonjour, peut-être que vous n'avez pas le syndrome de l'imposteur, mais que vous êtes simplement nul. Passez une excellente journée. » Pourquoi est-ce que c'est important d'entendre ça ? À mon avis, c'est important d'entendre ça. Au début, ça m'a vexé. Et puis, j'y suis revenu. Et à mon avis, ce qui est très important, c'est de sauter du crâne l'idée que c'est grave de manquer de compétences. Ce serait grave d'être nul. Pourquoi ce serait grave d'être nul d'abord ? Si je suis pas bon, qu'est-ce que ça peut... Enfin, admettons, je suis pas bon, ok ? Admettons-le. Et alors ? Bon, je vais en parler ensuite. Je vais pas faire juste le tweet, ça va nous rendre angoissés. Parlons plutôt de sociaux. Je voudrais revenir sur l'idée des causes externes. On avait vu tout à l'heure que les causes externes, c'est quand on croit qu'on a le syndrome de l'imposteur parce que des causes extérieures à nous, enfin des causes autres que les compétences, par exemple la chance, ou alors on a été pistonné, ou alors il y a eu une erreur sur la personne. Eh bien, admettons que vous ayez obtenu votre poste pour des causes qui ne dépendent pas de vous. Mais imaginez que si ça se trouve, vous avez le syndrome de l'imposteur pour des causes qui ne dépendent pas de vous non plus. Parce que qui c'est qui a dit que vous devriez être performant ? Qui c'est qui a dit qu'il fallait être un ingénieur Tanex et puis écrire du code comme on écrit des listes de courses aussi facilement ? Qui c'est qui a dit tout ça ? Qui c'est qui a dit qu'on devait tous être les héros de notre propre histoire et puis être comme Tom Cruise qui écrit du code d'une main et qui sauve le monde de l'autre ? Eh bien, à mon avis, c'est le capitalisme. C'est la culture du héros américain qui doit être parfait, qui doit surmonter toutes les épreuves et qui doit être content et qui doit raconter tout ça sur LinkedIn en mode je suis passé par des épreuves et j'en suis sorti plus fort et maintenant vous pouvez tous m'admirer parce que je me suis dépassé moi-même. Et voilà. Et ça, à mon avis, c'est un message du capitalisme que nous avons internalisé. Et donc ça, c'est ma petite théorie, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais ma théorie, c'est que à l'époque où le phénomène d'imposture, donc le syndrome de l'imposteur tel qu'on l'appelait, et tel qu'il a été identifié chez des femmes universitaires qui débarquaient sur la fac, il concernait
des personnes qui étaient atteintes par le sexisme ambiant, eh bien moi je pense que nous tous, développeurs et les autres, et non développeurs, nous tous, dans la société d'aujourd'hui, nous sommes atteints par le capitalisme ambiant et que c'est pas grave si on est nul. Enfin, c'est un mot qui est trop fort. C'est pas grave si on n'a pas toutes les compétences qu'on aimerait avoir. Et j'aimerais finir sur cette parole de Kevin Chassangre, qui est un auteur que j'ai suivi, dont je me suis beaucoup inspiré pour faire ce talk, et qui a dit « Notre valeur intrinsèque ne dépend pas de notre performance. Même si vous êtes nul, vous êtes un être humain qui mérite le respect. Même si vous êtes nul, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mal. Votre valeur vaut plus que ce que le travail vous donne. Vous valez plus que votre salaire, vous valez plus que les approbations de votre patron ou que la satisfaction du client. Vous avez une valeur intrinsèque en tant qu'être humain qui n'a rien à voir avec ce que la société attend de vous en tant que travailleur. Je vous remercie de votre attention.